présentez-vous pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, je suis chirurgienne, je suis de la Tunisie, j'exerce à Tunis. Donc, je fais en tant que spécialité, je suis plasticienne, esthéticienne, chirurgie esthétique et chirurgie maxillofaciale. Quand on parle de plasticienne, c'est quoi exactement? Tout ce qui est plastique, c'est tout ce qui est reconstructrice, tout ce qui est déformation, on corrige et on apporte aussi les tissus pour les zones où il n'y en a pas. Et tout ce qui est aussi la chirurgie esthétique, tout ce qui est déformé avec la nature, avec l'âge, avec tout ça. En parlant de reconstruction et tout ce qui est déformé, est-ce que vous pensez qu'il est important, après un cancer du sein par exemple, de faire la reconstruction mammaire? Bien sûr, donc on est en mesure de reconstruire le sein chez une femme qui a présenté une amputation et ces interventions-là, ils sont très bénéfiques pour la femme parce que ça lui permet d'être elle-même et de vivre normalement. Par rapport toujours à la reconstruction mammaire, est-ce que la reconstruction mammaire, c'est un implant? On fait un implant à l'intérieur ou comment ça? Pour la reconstruction mammaire, on fait des lambeaux locaux, on fait des prothèses. Chaque cas, on décide du plan de traitement. On va passer par exemple à la rhinoplastie. Si on prend la rhinoplastie, qu'est-ce que la rhinoplastie? La rhinoplastie, donc c'est un organe avec quoi on respire. C'est très important de préserver cette fonction de respiration. Il est bien au centre du visage des gens, donc il est bien vu. Donc on veut bien que ce soit très très beau aussi. Donc il respire bien et il est beau. Donc ça dépend aussi des personnes. La demande de rectifier le nez, on peut corriger la respiration lorsqu'il y a la cloison qui est déviée, donc ce qui nous permet d'avoir une respiration saine et une meilleure santé. Et pour la forme du visage aussi, ça nous permet d'avoir un très beau résultat. Est-ce qu'il y a un âge conseillé pour la rhinoplastie? Pour la rhinoplastie, on attend toujours après l'adolescence. Il faut aussi que la demande soit par un adulte pour l'esthétique. Tout ce qui concerne la pathologie, on le fait avant. Prenez un exemple. Un patient quitte son pays pour venir ici faire la rhinoplastie. Oui. Combien de temps exactement vous pouvez prendre pour cette opération? Le minimum de temps, c'est un séjour de 4 jours. Là, parce qu'on enlève les mèches endonasales. Mais sinon, il peut prolonger son séjour autant qu'il veut, mais minimum, c'est 4 jours. Ok. Et le temps de récupération? Le temps de récupération, pour le résultat, il faut attendre 8 mois pour avoir un résultat définitif. Mais déjà, dès le début, on voit la transformation. Pour les patients qui souhaitent se faire reconstruire le nez, quels seraient par exemple les points rassurants pour eux? Parce qu'il y en a beaucoup qui craignent que l'opération soit ratée, que l'opération fasse mal. Qu'est-ce que, en tant que spécialiste, vous pouvez donner comme point rassurant pour ces personnes-là? En fait, ces interventions, ils donnent de très bons résultats tant que c'est bien fait. On a des normes à suivre, on doit vraiment prendre soin du patient et à l'intervention, faire les choses comme il faut et ça donne toujours de bons résultats. C'est vrai que parfois, on est censé de faire une petite retouche, mais qui reste infiniment petit par rapport au nombre total des gens. Alors docteur, dites-nous, quelles sont les opérations les plus fréquentes? Les interventions les plus fréquentes, en premier, c'est la liposuction. Il y a aussi les BBL, il y a l'abdominoplastie et le nez, c'est une intervention aussi très très fréquente, la reconstruction mammaire et tout ce qui concerne les seins, que ce soit augmentation des volumes, reconstruction, l'aptose et donc le lifting. Pour par exemple la liposuction,
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? En fait, la patiente, elle vient, elle va nous donner tous les soucis, tout ce qu'elle veut, tous les désirs. On va être d'accord par un traçage de les zones qu'on doit faire. Ça se fait sous anesthésie générale, parfois sous anesthésie locale aussi. Lorsque l'intervention, que ce soit elle refuse l'anesthésie générale ou bien lorsque la patiente elle a une contre-indication de l'anesthésie générale. L'intervention se fait donc on fait le traçage et après l'infiltration, déjà elle est endormie et on fait après l'ablation de la graisse en veillant à ce que les courbures soient totalement bien faites et bien respectées, bien fluides. Il y a l'opération, le BBL, très très fréquent en Afrique. Nous ne sommes pas forcément très bien informés, donc nous aimerions savoir est-ce que le BBL, n'importe quel être humain peut faire le BBL ou voilà, vous avez des analyses ou des spécificités? Pour la BBL, déjà, il faut avoir de la graisse ailleurs pour pouvoir faire la BBL, ça c'est important. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de graisse, c'est vrai qu'on galère un peu, mais on arrive toujours à faire la forme parce qu'on amincit des zones, ce qui donne déjà une belle forme. La BBL, il y a des postures post-opératoires. La patiente ne doit pas dormir sur la face postérieure, donc elle doit dormir sur le ventre. Sinon, c'est une intervention comme les autres, c'est pas vraiment quelque chose de... Et le temps de récupération? Donc ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui déjà à J1, J2 post-opératoire, elles sont bien totalement, il n'y a rien, mais il y a des gens qui récupèrent au bout de quelques jours. Donc si je me base sur ce que vous me dites, quand on n'a pas beaucoup de graisse, est-ce qu'il est plus conseillé de faire des implants fessiers au lieu du BBL? Oui, donc on peut faire les implants fessiers et parfois on fait l'association des deux. C'est-à-dire on fait la prothèse fessière et on fait la BBL avec, c'est-à-dire on fait l'hypofilling des fesses, on ajoute de la graisse. D'accord. Est-ce qu'il est important qu'après des implants fessiers, que le patient revienne des années après pour changer ou c'est définitif? Tant que les prothèses sont bien, ils sont en place et il n'y a pas de complications, on ne les change pas. Lorsqu'on commence à avoir quelque chose, là on peut changer. De plus en plus les prothèses sont de meilleure qualité, donc on n'est pas obligé de changer. Parlant de l'abdominoplastie, qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur cette opération? C'est une intervention merveilleuse. Même si le patient il a eu des difficultés au début en post-opératoire, il va gagner beaucoup de choses parce que ça va enlever la graisse du ventre, ce qui va changer la statique de la personne, que ce soit au niveau de la marche, de la posture, au niveau des genoux, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la respiration, au niveau des états vasculaires du cœur. Donc c'est une intervention miraculeuse parce que ça donne une jeunesse à la personne et bien sûr le gain c'est l'esthétique parce que ça donne une intervention qui donne beaucoup d'esthétique, beaucoup de la taille devient fine et là c'est le cadeau, mais l'intervention il y a beaucoup de santé avec cette intervention là. Donc, il y a une différence entre l'abdominoplastie et la liposuction? Oui, l'abdominoplastie, elle corrige l'écart des muscles grands droits de l'abdomen. Donc, les gens qui ont des ventres en avant comme ça, qui ont un relâchement, et au niveau de l'excès de peau. L'abdominoplastie, elle vise ces personnes-là. Et une fois on a remis les grands droits dans leur position, et on a enlevé l'excès de peau, déjà ça va donner une bonne statique, c'est-à-dire que la posture, la personne elle est déjà beaucoup plus jeune qu'avant. Nous allons prendre le cas de la réduction mammaire. Dans quelles circonstances est-ce que la réduction mammaire est importante, par exemple? La réduction mammaire, c'est une intervention intéressante pour deux choses, parce qu'il y a des femmes qui sont très
très gênées dans leur quotidien. Elles ont des vertiges, elles ont des mal de cervicales et même respiratoires. Il y a même des femmes qui arrivent à être grabataires. Sur le plan esthétique, la ptose qui gêne, c'est pas le volume qui gêne, mais c'est la ptose. Là, on va corriger l'excès de volume lorsqu'on a un volume de plus et l'excès de ptose, c'est-à-dire on va corriger la ptose, ce qui va être très bien sur le plan esthétique. Donc là aussi deux intérêts, et en plus il y a l'intérêt médical parce qu'il y a de la fibrokystique des tissus intraglandulaires, et lorsqu'on décharge la pression de ces zones-là, on diminue un peu le risque du cancer. Une fois qu'elle est faite, si par exemple la patiente rentre chez elle et regrette ses seins d'avant, est-ce qu'il est possible de revenir et de faire une autre augmentation? Déjà, au début, on était contre, les chirurgiens, on était contre ça, c'est-à-dire lorsqu'on nous dit je veux faire une réduction mammaire et une augmentation mammaire un peu en même temps, ce qui est un peu paradoxal, mais en fait ça dépend du secteur, parce qu'on a le secteur sus-mamelonnaire et les secteurs sous-mamelonnaires. Donc lorsqu'on fait la réduction mammaire, on l'a fait du secteur S3, qui est le secteur qui est bas. Et lorsqu'on augmente les seins, on augmente au centre du mamelon. Donc on peut faire les deux en même temps. On peut réduire, on peut enlever l'excès qui est tombant et qui n'est pas beau, et on fait une augmentation même en même temps du volume du sein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le laser esthétique? Pour le laser, moi j'adore bien le laser. Le laser, il y a deux types de laser. Il y a le type classique fractionnel que les dermatos font, mais pour moi, en tant que chirurgienne, j'utilise donc le bistouri au laser et je peux opérer avec ça. Donc je fais des indications qui sont bien propres à la chirurgie, comme la blépharoplastie au laser qui donne moins d'œdème, moins de douleur et meilleure cicatrisation. Pour la côte à barre aussi, on utilise, c'est le seul moyen pour enlever la côte à barre, donc les rides constituées avec l'âge et qui sont dans la lèvre supérieure. Il y a aussi pour les cicatrices hypertrophiques et surtout pour les séquelles d'acné. Prenons le cas de l'acné sévère. C'est vrai qu'il y a des opérations qui peuvent vous résoudre ça, mais les gens ne sont pas informés qu'ils peuvent venir voir un chirurgien esthétique pour ce genre d'opération. Donc, essayez de nous donner quelques détails sur cette pratique. Oui, donc tout ce qui concerne l'acné sévère, on a des moyens. On a déjà des types de lasers différents. Il y a le laser qui est non ablatif. On peut l'utiliser pour ce type de problème. Et il y a aussi des problèmes médicaux on peut contrôler l'état des patients qui sont très gênés par ce type d'acné très sévère. On a des solutions. Mais il y a plusieurs techniques en même temps qu'on utilise et qui donnent un très bon résultat.